Le balado Renaître avec résilience est une présentation de Neurosolutions. Neurosolutions développe des outils numériques thérapeutiques pour soutenir les enfants neurodivergents et leurs familles. Alors, bienvenue dans ce deuxième balado Renaître avec résilience. Renaître avec résilience, c'est des entrevues avec des parents d'enfants autistes qui ont des parcours incroyables à nous partager, qui deviennent des sources de motivation pour nous tous. Aujourd'hui, je reçois Jean-Sébastien Roy. Jean-Sébastien va venir nous parler de son projet qu'il a débuté il y a quelques mois et qui s'est même soldé cette semaine par un défi qu'il a relevé. Il va venir nous en parler. Alors, sans plus attendre, j'accueille Jean-Sébastien Roy. Bonjour Jean-Sébastien, tu vas bien? Oui, bonjour Julie, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien, en forme, on est pépé, on commence une belle série de podcasts pour les parents. Donc, ma première question pour toi ce matin, Jean-Sébastien, c'est comment ça va dans ta famille? C'est quoi ta situation familiale en ce moment? Moi, ça va bien. C'est sûr que présentement, on a hâte que tout ce que l'hiver se termine. Et des fois arrivent les petits virus à gauche, à droite. Donc, on est là-dedans en ce moment. Mais comme dans toute chose, on va passer au travers. Parle-nous un petit peu de ta situation familiale, Jean-Sébastien. Oui, moi, ça va faire en 2025 26 ans que je suis avec ma conjointe, dont 9 ans mariés. Et puis, on a 2 enfants, Émiliane, qui va avoir bientôt 20 ans, et Mallory, qui a eu 16 ans en mars dernier. OK. Puis, je pense qu'il y a la présence d'autisme dans ta famille. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça, ma plus jeune, Mallory, qui est autiste à grand défi, comme on dit. Et puis, ça a été diagnostiqué lorsqu'elle avait 3 ans et demi. OK. Puis, je pense que tu t'impliques aussi beaucoup au niveau de la cause de l'autisme. Oui, c'est une cause qui me tient à cœur à cause de ma fille et puis plusieurs événements qui se sont déroulés au cours des années qui ont fait en sorte que je me suis dit qu'en tant que père de famille, je devais m'impliquer, mettre mes compétences, aptitudes professionnelles, puis ma femme a fait le même cheminement aussi. Mais depuis juillet dernier, 2024, je suis bénévole sur le conseil d'administration d'Autisme Québec. OK. Donc, tu t'impliques dans la cause, tu as développé tu n'as pas eu le choix de développer ce sens de défense des droits parce que tu as une jeune fille qui est à un niveau un peu plus élevé d'autisme, donc à grand défi. Donc, tu utilisais le terme à grand défi. Est-ce que tu peux me parler de ta définition de résilience dans ce contexte-là? Oui, ben, on a des journées qui sont tous, des fois, qui vont bien, d'autres qui vont moins bien en tant que parents d'enfants autistes. Et puis, c'est souvent la condition de ces personnes-là. Et moi, quand on me parle de résilience, c'est toujours la capacité de passer à travers des épreuves, peu importe quelles qu'elles soient. Par exemple, je parlais qu'actuellement, c'est le temps des virus, les enfants sont malades et puis des fois ça désorganise un peu ou il y a des mauvais comportements qui apparaissent à cause de ça. Donc, c'est toujours de passer au travers cette phase-là afin de revenir dans une situation qui est un peu plus normale en termes de vie familiale. C'est vraiment un peu la définition, la perception que j'ai de la résilience. De trouver une force intérieure qui te permet d'avancer malgré tous ces obstacles-là. D'accord. Je t'ai invité spécifiquement parce que tu as quelque chose d'intéressant à parler aux parents, puis probablement qu'à travers ce que tu vas nous partager, on va voir la résilience, comment toi, tu l'as vécu dans ta vie. Alors, je vais inviter quelqu'un à venir te poser une question, mon cher Jean-Sébastien. OK. OK.
Sébastien, c'est Pierre. J'espère que tu vas bien. Comme j'enregistre ce message la veille de notre marche de 30 km, j'espère que tu t'en es bien sorti, ou je devrais plutôt dire, j'espère qu'on s'en est bien sorti. Donc, ma question pour toi est la suivante. Qui a favorisé le fait de partir ton projet? Que tu sois passé du rêve à la réalité. Donc, merci et à bientôt. Oui, mon ami Pierre, la personne qui m'a inspiré grandement. Ben moi, c'est ça. Pierre m'a inspiré dans le sens que on a quelque chose en commun. C'est quelqu'un qui a un enfant autiste aussi. Et on avait une problématique de surpoids. Moi, dans mon cas, après la pandémie, j'étais rendu à 425 livres. Et puis, lui, il m'avait dit, regarde, j'ai décidé, je l'avais revu après la pandémie, puis il m'avait dit, il était passé au-dessus de 325 à 185. Puis j'avais dit, coudonc, qu'est-ce que tu as fait là? T'as-tu eu l'opération? T'as-tu utilisé les médicaments dont on entend parler? Puis il m'avait dit non, j'ai commencé à marcher, puis j'ai changé mon alimentation. Et puis, moi, je savais que j'étais en situation problématique. Et j'ai dit, regarde, je peux pas me permettre de mourir. Puis lui m'avait dit ça aussi. Il dit, regarde, je m'en vais dans ma tombe, parti comme ça là. Puis moi, j'avais dit, regarde, effectivement, j'avais fait 1+1, puis tu regardes les conditions. Puis mon médecin m'en avait parlé. Il m'avait dit, regarde, ce qui s'en vient pour toi, c'est 2 chirurgies aux hanches, 2 chirurgies aux genoux. Puis il faut que tu changes. Puis après ça, c'est toutes les maladies métaboliques qui s'en viennent. Le diabète, le cœur. Et puis, j'ai dit, regarde, il faut que je sois là pour mes 2 filles, pour ma famille. Donc, j'ai entrepris de marcher. Au début, c'était très pénible. C'était horrible même. J'avais mal partout. Petite distance. Et puis, un jour, j'ai eu un projet dans ma vie qui est en train d'aller en Europe. Donc, j'ai commencé à marcher de plus en plus pour atteindre un niveau où chaque jour, en ce moment, je fais entre 10 et 15 kilomètres. Et hier, on a fait 35 kilomètres pour souligner la journée internationale de sensibilisation à l'autisme, ce qui aurait été impensable là 2 ans compte tenu de ma condition physique, parce que maintenant, je suis rendu à 213 livres. Et ça sans chirurgie bariatrique ni médicaments. Wow! Sincèrement, Jean-Sébastien, bravo. Bravo à toi. Ben, merci bravo beaucoup, aussi à Pierre. Puis bravo de vous être tenu aussi, puis d'avoir réalisé ce projet-là. Puis tu disais, bon, il y a une certaine peur de mourir, puis de laisser ta famille en arrière aussi, parce que on ne se le cachera pas, là, on ne veut pas laisser nos enfants derrière, on ne veut pas laisser nos enfants autistes non plus sans le soutien qu'ils ont besoin. Donc souvent, je pense que c'est un élément moteur très fort qui nous fait passer à l'action. Toi, est-ce que tu l'as senti, vraiment fort? Oui. Ah, absolument. Comme en France, ils disent la gnaque. Ils disent, t'as de la gnaque. Ben, moi, c'est une force dans le sens que chaque matin, il faut que ce soit une discipline. J'embarque Mallory dans le taxi pour l'école, je vais marcher. Parce que si j'attends, par exemple, d'y aller en fin d'après-midi ou ce genre de choses-là, j'ai moins le goût de le faire. Donc, si je me suis imposé cette discipline-là, de même que le changement d'alimentation qui est important, parce que tu ne peux pas faire ça sans changer ton alimentation. Et moi, j'ai adopté le régime méditerranéen suite à une consultation avec une nutritionniste. J'adore ça. Puis, c'est une recette quasiment miracle présentement pour moi et c'est très santé. Okay. Puis, est-ce que c'est une diète que toute la famille a pu adopter? Est-ce qu'ils t'ont suivi là-dedans ou vous faites 2 repas dépendamment des jours? C'est sûr que c'est pas cette lignée, de sorte que moi, je suis une personne qui aime cuisiner. Et puis, quand je fais de la moussaka, qui est un plat grec, ben c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, malheureusement, on aime ça. Puis c'est santé avec l'aubergine, donc ça me fait plaisir de faire de la moussaka pour moi, puis Mallory, puis cuisiner d'autres choses pour la famille. Mais je dirais qu'en général, oui, la famille se nourrit mieux, plus de fruits, plus de légumes. Et puis avant, moi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de barbecue. Je faisais fumer mon bœuf, je faisais du steak, on en mangeait. Et on a changé ça pour du poisson, des fruits, des légumes, et puis plus de
d'aliments qui sont liés à la Méditerranée. Et moi, c'est un régime qui me va à merveille. Et d'ailleurs, les résultats transcendent sur la pesée chaque matin. OK. Donc, puis est-ce que de le partir, là, de te lever à tous les matins, ça t'a demandé un effort, puis à un moment donné, c'est embarqué tout seul ou c'est encore difficile le matin? Je dirais que la motivation est importante et puis l'obtention de résultats. Puis une des choses qui m'avait toujours stoppé, c'est que je voyais, des fois, je commençais à m'entraîner quand j'étais, puis tu faisais de la musculation, puis ça fait bien, bien, bien longtemps. Puis je voyais pas de résultats de perte de poids. Je m'y prenais très mal. Et là, j'avais un exemple de quelqu'un qui me disait, regarde, j'ai essayé ça, voici ce qui m'arrive. Et moi, embarquer sur une balance, j'appréhendais ça. Et Pierre m'avait dit, regarde, achète-toi une balance aussi pour voir tes résultats. Et en janvier 2024, quand j'ai vraiment commencé à accélérer le pas, les distances de marche, là, je me suis vu, j'ai vu que c'était 1 livre des fois par jour. Et puis, des fois 2-3 livres par semaine. Et ça allait vraiment vite. Et les résultats, tu le vois sur ton linge aussi. Tu sais, moi, j'étais rendu que j'approchais le 6X là, dans la chemise. La taille, j'étais rendu à près de 60 de taille, puis un matin, je suis 38, puis je commence à être lousse dans le 38. Donc, tu vois les résultats et tu continues. Tu dis, hey, c'est le fun. Pour la première fois en 3 décennies, genre, je m'habille en plus petit ou je vois, j'ai inversé les résultats. Donc, j'ai inversé la dynamique. Donc, c'est un élément de motivation. Et moi, en novembre 2023, je m'étais fixé un voyage en France. Et puis, tout le monde m'avait dit, tu vas voir qu'en Europe, tu marches, puis t'es mieux d'être en forme. Donc, ça avait été un élément de motivation. J'ai rencontré beaucoup d'amis là-bas. Et en novembre dernier, en 2024, je suis retourné les voir. Donc, et là, je suis en train de travailler sur un retour en France. Donc, moi, la France, c'est un pays que j'adore. J'adore les Français. Et puis, surtout, j'adore l'Auvergne et le coin, et surtout la Bretagne et la Normandie. Donc, c'est un élément qui continue chaque jour de me motiver en me disant, ah ouais, va marcher, parce que là, tu as un voyage qui s'en vient, là. Et puis, il faut que tu sois là pour ta famille, pour ta petite, puis pour ta grande. Ça fait que c'est un peu ma dynamique de pensée qui fait en sorte que chaque jour, on passe à travers tous les défis dont on fait face. Donc, si je comprends bien, Jean-Sébastien, c'est que tu avais une motivation de santé, tu as une motivation familiale, puis tu avais aussi une motivation de projet parce que tu t'es rajouté quelque chose au bout qui disait, il faut que je l'atteigne parce que ça, je veux vraiment l'avoir. Puis ce voyage-là, c'était pour toi, principalement. C'est-à-dire, on prend soin de nous aussi pour notre famille, mais à un moment donné aussi, il faut qu'on y trouve notre compte. Donc, il y avait le voyage qui était au bout, qui t'attendait. Exact. Et moi, je m'étais dit, j'étais jamais en Europe avant. On allait souvent aux États-Unis. Je suis allé plusieurs fois, amateur de football et de baseball. Je suis allé voir, j'ai fait beaucoup de stades, mais je me suis dit, surtout que moi, j'ai de la famille qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai un grand-oncle qui a fait le débarquement de Normandie. Malheureusement, il était abattu en septembre 44, mais il est enterré là-bas en France. Donc, moi, j'ai dit, regarde, il faut que j'aille voir et je suis féru. J'adore l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, aller en Europe, planifier, aller visiter les plages de débarquement, c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Et là, pour la première fois, comme je le disais, en plus de 3 décennies et que je pouvais le faire, je me suis dit, il faut absolument que tu réalises ce rêve-là d'aller en Europe, en France. Et moi, ça a été une énorme source de motivation. Et lors de mon premier voyage, j'ai fait beaucoup d'amis. Mais c'était d'aller retourner les voir l'an dernier. Et comme je disais précédemment, je me prépare à y retourner pour une 3e fois bientôt. Ben, bravo, je trouve que c'est une magnifique histoire. Puis, on voit qu'il y a plusieurs motivations derrière qui t'ont supporté tout le long. Donc, pas juste une, il y en a plusieurs à différents niveaux. Donc, c'est évident que c'était plus facile de se lever le matin quand tu en as plusieurs, puis tu dis, OK, go, là, j'ai tellement de choses pour lesquelles
le goût de vivre cette aventure-là. Donc, puis ton ami Pierre aussi qui t'a supporté tout le long. Ah, il a toujours été là et puis lui également, c'est un féru d'histoire et un défi que je m'étais... il y a beaucoup d'athlètes professionnels ou des coureurs de fond ou des marcheurs de fond qui se fixent des défis. Et moi, aller monter le château de Montségur dans le sud de la France, prenez quelques instants et aller voir la montagne sur laquelle ce château-là est construit, ben, c'est un défi que je m'étais fixé. Et puis, je l'ai réussi le 17 novembre dernier. Et également, pendant que j'étais en Auvergne, j'ai un très bon ami qui reste en Auvergne, à Saint-Sylvestre. Donc, on a dit pourquoi on ne va pas monter un volcan. Et puis, on est allé monter le Puy de Dôme avec. Donc, et ça, c'était à pic et c'était une montée de 1400 mètres. Donc, le méchant sorti, je peux vous le dire. Tu devais être vraiment en forme pour le faire, là. Donc, oui, t'étais prêt. oui. Et puis, j'étais prêt et c'était ces deux exploits, deux défis que j'ai réalisés. Et là, je travaille sur un troisième pour mon troisième voyage en France. Pour ton voyage, oui, mais tu en as relevé un aussi pour la journée de l'autisme. Tu as relevé, tu t'es engagé à faire un 30 km entre Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de Québec, jusqu'à Beauport, à la maison d'Autisme Québec. Mais j'ai compris qu'il y avait un peu plus de kilomètres que ce que tu avais prévu. Je me trompe? Non, tu as entièrement raison. Comme les gouvernements, on a mal calculé. Ferme la parenthèse. Mais on a mal évalué notre distance où il y a eu... parce que quand tu fais ce genre d'épreuve-là, il faut que tu avertisses les services policiers. Tu n'as pas le choix. Et puis, moi, le trajet que j'avais soumis, on l'a changé parce qu'au début, on disait on passe par Amel. Et on s'est fait suggérer d'aller le long du fleuve, genre par Saint-Félix, pour arriver vers Cap-Rouge. C'était plus sécuritaire. Donc, on était passé de 30 km, on se disait 32, 33, mais finalement, c'était 35. Donc, hier, pour la première fois, j'ai établi, puis je pense pour Pierre aussi, 35 km de marche. Et puis, ça a été quelque chose qui a duré 6h45. Donc, on parlait de résilience. Il y a eu des moments difficiles. On frappe toujours un mur quand on fait de la longue distance. Donc, on a réussi à passer à travers ça pour aller à l'Assemblée nationale, faire un petit point de presse avec 3 associations, dont Autisme Québec. Et puis après ça, finir notre marche à Autisme Québec dans l'arrondissement Beauport. Wow! Donc, 35 km, bravo. Très bel exploit. Surtout que ça fait quelques mois, donc peut-être 18 environ, que tu as commencé ce changement-là, ce projet-là de perte de poids par la marche qui t'a amené jusqu'à ce 35 km-là hier. Bravo. Exact. Dis-moi, c'est quoi la prochaine étape? Tu me dis qu'il y a un prochain voyage aussi. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites accomplir? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que tu te donnes, soit en termes de perte de poids, soit en termes de outre le voyage, soit en termes de rêve là, que tu veux accomplir? En termes de perte de poids, je dirais, puis même mon médecin me le dit, il dit, si tu restes à 213, compte tenu de ma grandeur, de ma physionomie, il dit, t'es correct. Mais moi, l'espèce de marque de 200, j'aimerais bien ça me rendre jusque-là. Et je suis à 13 livres d'y arriver. En termes de défis, ce que je vois par exemple, hier, tout l'enthousiasme et l'engouement que ça génère qu'un père de famille prenne un drapeau avec 2 amis, parcourt une distance. Les médias se sont intéressés à ça. Il y a des articles aujourd'hui. Et puis, je me dis, on tient quelque chose en tant qu'association qu'il faut être proactif afin de sensibiliser davantage la population aux conditions que les personnes autistes et leurs proches vivent. Et c'est important de toujours marteler sur ce clou-là et de prendre chacune des opportunités qu'on a de le faire parce que ça interpelle la population. Et puis seulement sur les réseaux sociaux, je regardais ce que Radio-Canada a fait sur Facebook, puis ça génère beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de cœurs, beaucoup. Donc, c'est important
de se positionner dans l'environnement public afin de partager ce message-là. Parce que actuellement, il y a beaucoup de, comme je le disais, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, ainsi que de familles qui savent pas où aller ou qui essaient de comprendre ce qui se passe et puis qui cherchent à se retrouver là-dedans. Et on a un rôle à jouer parce qu'on est passé par là puis on continue d'avancer là-dedans. Donc, moi, c'est quelque chose qui, en termes de défis, que je me dis, je suis capable de contribuer, mais il faut avoir un plan de match. Et puis, tu fais pas ça tout seul, il faut s'unir. Et comme on le dit, en autisme, on est tous unis derrière cette cause-là. Donc, il faut avancer ensemble. Donc, moi, c'est un peu la perspective que j'ai en ce moment, de toujours essayer d'aller plus loin. Puis, on a plusieurs acteurs à travailler, autant le milieu de la santé, des services sociaux, que de l'éducation, que de l'entreprise privée. Bref, c'est une approche qui se doit d'être coordonnée et on doit d'avoir un excellent plan de match. Oui, effectivement. Puis, il faut créer encore plus ce sentiment de communauté, là, qu'on est tous ensemble puis qu'on est capable aussi de s'entraider. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. On n'est pas seul comme parents. On vit des défis qui sont particuliers, oui, à notre situation, mais il y en a d'autres aussi, puis on peut s'inspirer, puis on peut s'entraider pour pour passer à travers ça. Donc, c'est aussi le but du balado aujourd'hui. Oui, puis on aime beaucoup se bomber le torse, surtout actuellement quand on se compare avec nos voisins du Sud. Tu sais, on dit, hey, on a un filet de sécurité sociale, puis on a ci, on a ça. Mais comment ça se fait que si on est si bon, puis si on a un filet de sécurité sociale, que nos services pour les personnes autistes diminuent à partir de 18 ans pour s'arrêter à 21 ans, entre autres la scolarisation? C'est inacceptable. Ce sont des enfants du Québec et ils méritent d'être appuyés dans le système actuel et ce, tout au long de leur vie. Et c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Dis-moi, Jean-Sébastien, si on discutait là, d'idées fausses sur l'autisme, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent? Que ce n'est pas une maladie. Moi, ça fait 3-4 fois que des gens me disent « Hey, la maladie de ta fille ». Non, ce n'est pas une maladie. L'autisme, c'est une condition. Et encore, on parlait de la France, il y a plusieurs, et ça a été longtemps, je me demande si c'est pas encore considéré comme une maladie en France. Les États-Unis et le Canada sont assez évolués en termes de recherche et de compréhension de l'autisme, mais c'est pas partout pareil à travers la planète. Donc, il y a encore des gens qui pensent que c'est une maladie, comme au même titre que la schizophrénie ou quelque chose comme ça, ou que ça peut se développer. Et ça, on a de l'éducation à faire là-dessus. Et c'est important de continuer d'investir en recherche et de le faire plus afin qu'on comprenne mieux les causes de l'autisme. Ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai travaillé dans ma vie professionnelle dans un milieu scientifique, dans un ministère à vocation scientifique, et c'est toujours dire oui, il y a les services, mais la recherche est importante aussi. OK. Et si on parlait un peu de toi, outre le projet que tu as eu, outre le changement physique que tu as apporté, autant au niveau faire de la marche, donc du sport, changer ton alimentation, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à tenir le coup en tant que parent dans ta façon de penser ou dans ta façon de te développer comme parent? Oui, ben c'est de voir par exemple, quand je vois ma grande fille Émiliane qui elle avait commencé un DEC au cégep, et puis à un moment donné, elle a travaillé en tant que monitrice un été à Autisme Québec. Et puis là, elle continue de travailler les fins de semaine de nuit et elle a décidé de réorienter ses études afin d'aller étudier afin de devenir intervenante pour aider les enfants. Pas nécessairement en autisme, mais la condition de sa sœur l'a grandement inspiré. Et ça m'a beaucoup touché. Et puis, de voir aussi les progrès que Mallory fait à travers sa vie, les différentes étapes de sa vie, parce que
c'est drôle parce que l'autre fois, j'ai vu une vidéo lorsqu'elle avait 3-4 ans et puis elle disait, ouais, faisait quasiment aucun son à part un peu d'écholalie. Et puis, je regarde maintenant, je lui pose des questions. Est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Ou quand elle veut quelque chose, elle est capable de le demander. Et ça, même si elle est considérée non-verbale, mais elle est capable d'exprimer ses besoins. Donc, il y a eu vraiment une progression. Puis ça, je me dis, tu sais, ça vaut la peine de continuer dans ce temps-là parce qu'on voit des résultats. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement stimulant de mon côté, mais également du côté de ma conjointe. Donc, vous le voyez, tous l'effort que vous faites parce que vous avez pu voir la progression, effectivement, de Mallory, de votre investissement constant auprès d'elle. C'est ce que je comprends. Et maintenant, ta fille, ta plus grande, a aussi cette préoccupation-là d'aider d'autres jeunes qui peuvent avoir des conditions qui fait qu'ils ne sont pas totalement inclus dans notre société. Oui, exact. Et puis, qui, dans notre modèle actuel, mériterait mieux? Parce que, comme je disais hier, on entend souvent le langage bureaucratique nous parler d'un continuum de services en autisme. Ben moi, c'est pas un continuum, c'est un capharnaüm de services en autisme. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu as un diagnostic, il arrive quoi après? Tu vas où? Qui t'aide? Y a-tu des ressources financières? Y a-tu des programmes? Bref, tu as l'impression de toujours partir de zéro. Oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on recommence régulièrement en tant que parent dans notre recherche de services. Où est-ce qu'on s'en va, puis à quoi on peut avoir accès, c'est constant. On te souhaite quoi, Exact. Jean-Sébastien, pour la suite, maintenant que tu as fait ton 35 km, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Là? Dis-nous, là, on a une baguette magique, puis on peut faire n'importe quoi. Oui, ben, moi, ce que je souhaite, c'est de continuer à travailler, pour que ma famille progresse. Et puis également, j'adore tellement mon implication à travers de bénévoles avec Autisme Québec que je me dis, il faut continuer sur cette lancée-là pour positionner cette organisation-là parce qu'elle est trop importante. Elle joue un rôle tellement important et puis moi, ça m'a donné l'occasion de travailler avec, de te connaître entre autres, mais quand je vois tous les gens qui sont sur le CA, la dynamique de Mme Martineau, qui est la présidente, ainsi que la directrice générale, mais également tous les employés, je me dis, on tient de quoi? Et puis, il faut vraiment utiliser les forces de tous et chacun afin de générer un impact qui va améliorer la situation actuelle. Parce que c'est pas facile. Et c'est pas juste une question de financement. Il y a beaucoup de sensibilisation et de positionnement de l'organisation dans l'environnement public. Donc, moi, c'est ce que je vois pour le futur, là, à court, moyen terme. Donc, de continuer de t'impliquer, puis de faire une différence aussi dans la vie des familles. Oui, et puis une des choses qui avait motivé mon implication auprès d'Autisme Québec, c'est lorsqu'il y avait eu la grève des enseignants, ben nous, ça a été une deuxième COVID. On s'est retrouvé avec un enfant à la maison qui ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas aller à l'école. Et là, ça a été un retour en arrière, des mauvais comportements. Bref, il y a eu plusieurs épisodes tristes où donc ça a eu un impact majeur sur ma fille, cette grève-là. Puis je ne remets pas en question le droit fondamental des employés de faire la grève. Sauf que je me dis, on a tellement de clientèle qui est sujette à développer, à voir un impact majeur sur sa condition quand ce genre d'événement-là se produit, que l'enseignement aux enfants autistes ou aux enfants qui en déficience intellectuelle ou qui sont handicapés devrait être considéré au Québec comme un service essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellé pendant cette grève-là parce que je voyais ma fille avec ses comportements, puis qu'il se passait rien d'autre. Il n'y a pas d'association qui s'est élevée et dit hey, regardez, là, nous, on représente tel ou tel groupe et on a des familles qui souffrent actuellement à cause de ça. Et puis ça a été un peu le lancement de mon processus de penser en disant regarde, tu es capable de faire de quoi, implique-toi, essaie de changer les choses. Donc, je suis vraiment. C'est là que l'idée a été semée. Là.
D'accord. Et Jean-Sébastien, en terminant, si tu avais un conseil à donner aux parents, si ils veulent mettre en place des projets ou s'ils veulent développer des services pour leurs enfants, c'est quoi le conseil là, que tu aimerais donner aux parents? C'est de ne pas faire ça toute seule, de sorte que je parlais d'Autisme Québec, mais il y a également plusieurs organisations qui nous aident, entre autres pour les camps, les répits, Cité Joie, il y a le camp au Carrefour. Donc, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'information, même si je disais que c'est pas facile s'y retrouver. Il y a des gens qui sont passés par là. Et je sais que, Julie, tu possèdes beaucoup d'expérience et de connaissances dans ce domaine-là. C'est surtout des fois dans des moments de découragement ou des moments de dire « Oh my God, comment je vais faire pour y arriver? » D'aller chercher de l'aide, vous n'êtes pas seul là-dedans. Et puis, il y a des gens qui sont passés par là. Et puis, toujours essayer de rester, on parlait de résilience, résilient, mais aussi positif. Donc, c'est toujours cet aspect-là de garder en tête. Puis, nous, on a passé une puis deux des nuits blanches parce que mademoiselle décidait que sa journée commençait. Puis des fois, je rentrais au travail puis j'avais de l'air d'un zombie. Mais, comme on dit, win the day, essaie de passer au travers. Demain, il va être un autre jour. Puis continue. Lâche pas. Va chercher de l'aide s'il faut. C'est vraiment un peu la perspective qui m'anime et qui anime ma femme et notre famille. Ouais, je comprends. Tout à fait d'accord. C'est pour ça aussi que le podcast est là. On veut montrer aux parents que il y a possibilité de passer au travers, il y a possibilité de rêver, il y a possibilité de faire des projets, il y a possibilité de faire une différence. Donc, des fois, c'est pas tous les parents qui vont réussir parce qu'ils sont parfois aussi dans des situations familiales qui sont encore plus difficiles que les nôtres. Mais au moins, si on peut leur donner un peu d'espoir pour s'accrocher, ben c'est ce que le podcast essaie de faire. Et surtout, ne pas hésiter à risquer des choses. Par exemple, nous, on est allés plusieurs fois en Floride avec Mallory puis avec Emiliane, puis dernièrement, on allait sur la côte est américaine lors des derniers étés. Et puis, c'était toujours une appréhension. Hein? Comment ça va être dans la chambre d'hôtel? Est-ce qu'elle va crayonner sur un mur? Est-ce que, tu sais, il va se passer ci, il va se passer ça? Et puis, étrangement, elle s'adaptait bien à ces conditions-là, aller dans une piscine, un bain à remous, bref, beaucoup de plaisir. Et puis, juste aller brunch le matin dans un hôtel, on passait des semaines merveilleuses. Et on se disait, tout ce qu'on appréhendait, c'est pas passé. Donc, notre fille est capable de s'adapter au changement quelque part. Et ça fait du bien de changer la dynamique. Donc, c'est toujours d'avoir ça en tête, de dire, regardez, risquons des choses, puis c'est essai-erreur, hein? Et oui. On apprend de ça. C'est beaucoup d'essais-erreurs. Et en même temps, ça paye. Il y a des fois où ça paye vraiment. Puis une fois qu'on est allé à l'extérieur, ben ils s'en souviennent. Puis quand on retourne à quelque part, ben oups, il y a la plage qui nous attend, il y a l'eau qui nous attend, il y a des belles activités. Donc, on construit là-dessus. Alors, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Absolument. Moi, Jean-Sébastien est papa d'une jeune autiste qui a des grands défis. Il a aussi des projets incroyables. Il a commencé à perdre du poids pour sa famille, pour ses projets. Il a aussi réalisé un beau défi lors du 2 avril 2025. Il a marché pendant 35 km pour sensibiliser à l'autisme la population de Québec. Alors, je te dis un grand merci, Jean-Sébastien, de ton implication et merci d'être passé aussi à ce podcast et nous parler un peu de ta réalité. Bien, merci beaucoup, Julie, de l'invitation. Et puis, ce fut un plaisir de partager mon expérience avec toi et les gens qui te suivent sur ton podcast. Et je te souhaite la meilleure des chances. Je suis sûr que ça va être excellent comme initiative. Ben, c'est excellent comme initiative. Merci. Merci, Jean-Sébastien. Au revoir, tout le monde.